Alors, mesdames et messieurs, merci de bien vouloir écouter mon intervention, qui se veut un peu une intervention conclusive d'un colloque que je n'ai malheureusement pas pu suivre. Donc c'est un petit peu difficile. Je crois qu'il est un peu question de parler de la sortie de l'Union européenne et de la nécessité de faire ça pour retrouver un monde debout. J'allais dire que j'avais envie de commencer un petit peu ce discours. Comme vous le savez, lorsque Charles de Gaulle entame son voyage au Moyen-Orient avec cette phrase qui est restée extrêmement célèbre, vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Voilà. Donc vers la Macronie compliquée, il faut partir, je crois, avec des idées simples. Et l'idée simple, c'est que le thème du colloque d'aujourd'hui, c'est les leurres d'un caméléon ou du caméléon. Alors vous savez comment on se débarrasse d'un caméléon. Un caméléon, on s'en débarrasse. C'est pas facile de se débarrasser d'un caméléon puisqu'il change évidemment de couleur à chaque fois. Et donc pour se débarrasser d'un caméléon, il faut le mettre sur un tissu écossais. C'est ce qui lui provoque une crise cardiaque. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait le mettre constamment, lui et ses épigones, face à ses propres contradictions. Or, les contradictions, elles abondent, et elles abondent d'autant plus que parmi les modes de gouvernance de la France contemporaine, il y en a une qui me paraît la plus importante, que j'ai pu mesurer dans les allées du pouvoir quand j'y étais, c'est d'abord et avant tout que la France est un pays où les élites sont très sensibles aux effets de mode et sont très facilement impressionnées et impressionnables par la terreur intellectuelle. C'est-à-dire que ce qui domine d'abord et avant tout un responsable politique, quel qu'il soit, c'est qu'il a peur. Il a peur de dire des choses qui vont être... Il a peur de se faire reprocher, d'avoir fait un dérapage, d'avoir... Le mot de dérapage est apparu d'ailleurs dans les années 70-80, notamment avec Jean-Marie Le Pen. On est devenu donc une espèce de pays où les responsables politiques passent leur temps à faire du patin à glace et à déraper constamment. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dérapage, en fait? Ça veut dire quoi? On dérape par rapport à quoi? On dérape par rapport à une doxa, par rapport à quelque chose qui est attendu. Et ça, je l'ai souvent vu. J'ai eu peut-être l'avantage sur la plupart d'entre vous ici d'avoir passé 4 ans de ma vie en cabinet ministériel et d'avoir fréquenté des hommes politiques, plutôt de droite d'ailleurs, mais aussi j'en ai vu quelques-uns de gauche. Il y avait une espèce de schizophrénie latente, permanente, entre ce qu'ils pensaient au fond d'eux-mêmes et ce qu'ils jugeaient nécessaire de dire. Voilà. Combien de fois j'ai accompagné des ministres par des voyages au long cours, puisque moi j'étais notamment responsable, notamment au Quai d'Orsay, de pays très lointains, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine, etc. Et donc de me retrouver avec un ministre avec lequel je disais des choses qui étaient ce que je pensais. Et d'ailleurs, les ministres m'aimaient bien parce que justement, je disais ce que je pensais et ils pensaient la même chose que moi d'ailleurs. Donc, ils étaient contents en définitive. Mais dès qu'on sortait de l'avion et qu'il y avait les représentants de la presse locale ou de la presse internationale, les agences de presse, aussitôt, il y avait une espèce de transmutation de la personnalité du ministre qui d'un seul coup se mettait à dire ce qui était attendu. Ça, c'est très, très important. Hein. Nous avons des responsables politiques qui disent ce qui est attendu et qui ne croient même plus dans ce qu'ils disent. Or ça signe quand même de façon irréfragable la fin d'un régime, la fin d'une civilisation. Alors que les gens sont tenus par une idéologie dans laquelle ils ne croient pas. Alors, Macron, me semble-t-il, règne d'abord et avant tout par une espèce de terreur latente, une espèce de menace latente, et qui fait que je me rappelle combien de ministres j'ai servi qui me disaient « François, qu'est-ce que je dois dire ?» J'avais envie de le dire, mais c'est plutôt « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Hein, qu'est-ce que c'est? Non, qu'est-ce que je dois dire pour être bien accueilli dans la presse, pour ci ou pour ça? J'ai pu le mesurer quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, puisque moi-même j'ai succombé un peu
à ce genre de pression psychologique intense, ne serait-ce que parce qu'il y a un truc que j'ai compris, maintenant je ne tombe plus dans le panneau, mais que les journalistes ont pour vocation d'essayer, ils ont ceux qui sont là pour pousser, pour promouvoir, et il y a les candidats qui sont là au contraire pour détruire ou pour salir, hein, ou pour saloper en fait, pour parler vulgairement. Et donc, parmi ces entreprises de salopage, il y avait l'idée que dès que j'arrivais dans une émission de télévision, on me posait des questions qui n'avaient soit aucun intérêt, soit qui étaient des questions accusatoires. Hein, par exemple, ce fameux exemple que j'ai toujours à l'esprit du 12 avril 2017, où j'étais absolument inconnu des Français et où on me pose comme question... D'abord, j'étais pas devant des journalistes, mais j'étais devant un tribunal, et on me pose comme question, Monsieur Asselineau, l'armée de Bachar el-Assad, cette nuit, a gazé sa population à Khan Cheikhoun, est-ce que vous condamnez ? Il était 8h25 du matin. Les faits incriminés étaient censés s'être passés à 4h du matin. Donc c'était l'Observatoire des droits de l'homme en Syrie, dont on sait que c'est un faux-né. Il n'y a qu'une seule personne qui est derrière et qui raconte ces histoires. Et on me demandait qu'est-ce que j'en pensais. Et à l'époque, j'ai commis la sottise de vouloir répondre. Voilà, je me suis laissé un peu impressionner, en fait, par la façon dont ça se passait. Et donc j'ai commencé à dire, alors sacrilège, j'ai dit, écoutez, je n'en sais rien. Voilà, c'était la vérité pure. Je n'allais pas, j'avais dit, je ne sais pas. Alors aussitôt, j'ai eu d'un seul coup des journalistes comme des juges d'instruction qui me sont tombés dessus en me disant, ah, vous ne savez pas. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas certain de ça? Je dis non, je n'en suis pas sûr. Donc vous contestez? Je dis oui, d'une certaine façon, je conteste parce que je ne sais pas. Alors, il faudrait qu'il menait une enquête précise sur le sujet. Donc pour vous... vous doutez? J'ai dit oui, je doute. D'ailleurs, on aurait mieux fait de douter plus souvent, puisque je vous rappelle que lorsqu'il y a eu les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui ont déclenché la guerre en Irak, eh bien, on a su... mais vous aviez monsieur Colin Powell, qui était le secrétaire d'État américain, qui avait secoué une fiole à New York au Conseil de sécurité pour montrer justement qu'il y avait, je ne sais plus quoi, le bacille de l'anthrax ou je ne sais pas quoi, dans une petite fiole blanche, et c'était les armes de destruction massive. C'est au nom de cela qu'il y a eu quand même la guerre en Irak. Il y a eu plus d'1 million de femmes et d'enfants qui ont été assassinés dans cette affaire. Et en fait, 6 mois après, Colin Powell himself avait dit que, eh bien, en fait, c'était pas vrai, qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Voilà. J'ai tenu un raisonnement qui me paraissait sain, logique, normal, comment dirais-je, scrupuleux par rapport à la raison avec un grand R, mais pas du tout. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'au même moment, pendant que je parlais, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un bandeau noir sur fond jaune avec marqué, qui restait tout le temps pendant les 8 minutes de l'émission, il y avait marqué Asselineau, candidat des conspirationnistes, point d'interrogation. Ce qui fait que lorsque les gens regardaient la télévision, en fait, les seules choses qu'ils ont vues, c'est ça. Je précise que lorsque Macron était interrogé, lui n'avait pas marqué Macron, candidat des banquiers de la haute finance, point d'interrogation. Hein. Non, parce que les journalistes, quand ils s'adressaient à Macron, disaient alors, il paraît que vous êtes le nouveau Kennedy. Comment faites-vous pour réussir aussi bien? Vous croyez vraiment que vous allez réussir? Enfin voilà. Donc il y a toute une mise en conditionnement de la population et qui fait que ça explique beaucoup, d'ailleurs, le verrouillage de la société politique française aujourd'hui. Vous savez très bien que, enfin, je vais faire un petit peu de politique, mais c'est bien naturel, puisque d'ailleurs on est en campagne électorale, et que Paul-Marie Couteau a eu la gentillesse d'annoncer publiquement une nouvelle fois qu'il soutenait ma liste, qui, soit dit en passant, va très bien. Nous avons fait hier une grande soirée qui a été un très très grand succès, avec une salle quasi pleine, avec plus de 900 personnes, et 61 000 personnes regardant en même temps sur YouTube et sur Facebook. C'est du jamais vu. C'était vraiment très bien. Donc je fais un petit peu de politique, mais il n'a échappé à personne, je pense, du moins, sauf les gens qui sont vraiment fanatiques, mais les gens qui sont quand même un petit peu cortiqués ont bien compris que M. Bardella, maintenant, reprend le narratif de Attal, de Macron, sur tous les sujets. Voilà. Il ne fait que redire, finalement, ce qui est attendu. Et il y a une espèce de course comme ça à l'échalote pour celui qui se pliera au narratif actuel. Alors,
il y a une petite réflexion que je fais tout de suite, c'est que si les Français veulent un jour avoir quelqu'un à la tête de l'État qui défend les Français, il faut penser qu'ils doivent avoir quelqu'un qui sera capable de s'opposer frontalement au président des États-Unis, au président russe, au président chinois, au président algérien, enfin en tout cas de faire valoir les intérêts de la France frontalement s'il le faut. Or, on nous présente des gens qui n'ont même pas la force de s'opposer à Gilles Boulot. C'est affreux. Ou à Pujadas. Alors, pour essayer d'être un petit peu précis dans la façon dont on fait régner l'ordre établi actuellement, c'est un espèce de désordre établi, il y a quand même toute une série de trucages incroyables. Le premier, ça va être, c'est vieux comme le monde, hein, c'est changer le sens des mots. Vous savez que ça remonte à un épisode célèbre des Analectes de Confucius, que Paul-Marie connaît certainement. Ça remonte à moins 500 avant Jésus-Christ. Il cite Parménide et Héraclite, je vais bien citer Confucius, d'ailleurs à peu près à la même période. Hein. Tout se passe en moins 500 avant Jésus-Christ, comme Bouddha et compagnie. Et donc Confucius est avec un de ses disciples qui s'appelle Cheng je crois, et qui lui dit Maître, si demain vous étiez appelé à diriger les affaires du prince de Wu, on est dans la période des royaumes combattants en Chine, la Chine ancienne, si demain si vous étiez appelé à diriger les affaires du prince de Wu, à quoi apporteriez-vous votre premier soin? Et Maître Kong répond à rendre à chaque chose son vrai nom. Alors son disciple Zheng He lui dit « Mais maître, vous vous perdez quand même, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc Confucius le rabroue en lui disant que tu es russe, etc. Et si on ne donne pas aux choses leur vrai nom, à ce moment-là, les rites sont mauvais, les raisonnements sont faux, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement important, c'est que on a des mots qui, en fait, sont de plus en plus découplés de la réalité. Ça fait quand même 17 ans que j'ai créé un parti politique qui s'appelle l'UPR. Ça fait quand même 17 ans que j'explique que nous ne sommes pas souverainistes. Et ça fait 17 ans que je lis dans la presse qu'on est souverainiste. Voilà. Pourquoi est-ce que je tiens à préciser que nous ne sommes pas souverainistes? Parce que le mot souverainiste ne veut plus rien dire. C'est un mot d'origine québécoise, j'aime beaucoup le Québec, mais enfin, force est de constater que on n'est pas encore arrivé au Québec indépendant. Et ce mot, que souverainiste, c'est un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose et qui est un peu l'illustration de ce que De Gaulle disait dans d'autres circonstances en disant ils ne veulent pas ce qu'ils savent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le mot souverainisme, je vois qu'on nous classe, alors ça, du coup, ça obscurcit le jugement. Je vois parfois des sondages ou des articles de journaux où on nous met, nous sommes les souverainistes, comme M. Bardella, Mme Marion Maréchal, M. Dupont-Aignan, ou M. Philippot, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est pas ce qui fait la distinction entre notre mouvement politique et les autres. Ce sont quand même des idées très précises et très claires en matière politique. C'est d'ailleurs d'abord une vision du monde différente. C'est que nous expliquons. Je sais pas. On est déjà au paradis, peut-être. Je ne sais pas. On a une vision des choses qui est fondamentale, qui est différente quant à l'histoire. J'y reviendrai dans un instant. C'est que nous n'avons pas la même analyse de la construction européenne que les autres. Paul-Marie a bien voulu d'ailleurs le rappeler. Moi, ça fait 17 ans que toutes preuves à l'appui, c'est-à-dire notamment en me fondant sur les écrits de Gaulle, mais pas seulement de lui, des mémoires de Churchill, etc. J'ai développé enfin, je ne suis pas le seul, mais j'ai insisté sur le fait que la construction européenne n'est pas du tout ce qu'on nous a expliqué. Nous, on nous explique une espèce de conte de fées où un jour, il y a Robert Schuman, comme ça, sortant du plumard, qui a une idée géniale et qui dit, tiens, on va faire la communauté du charbon et de l'acier. J'ai lu un livre d'histoire, enfin, d'un livre d'histoire pour les premières ou les terminales, qui disait ça. Et qui donc, téléphone à Adenauer et qui le prend au saut du lit et dit, j'ai une idée géniale, on va faire la communauté du charbon et de l'acier. Et Adenauer dit, bon sang, mais c'est bien sûr, comme le Raymond Souplex de la grande époque. Et puis, allez, et en voiture Simone, tout le monde s'y met. Enfin, c'est une histoire, c'est un conte de fées. Voilà. Donc, en fait, ça n'est pas exact. Donc, par exemple, nous refusons le mot de souverainisme. Nous préférons
nous considérer nous-mêmes comme un mouvement de libération nationale. Parce que nous estimons que la construction européenne est en fait une entreprise coloniale qui ne dit pas son nom. Et que nous contestons formellement le fait que ce soit les Français qui aient inventé ce truc-là. Ce sont les Américains qui sont derrière, depuis l'origine, qui ont écrit, comme le rappelait Paul Marie, qui ont écrit la déclaration Schuman. Jean Monnet a passé toute sa vie, la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est une entreprise coloniale assez géniale, avec des procédés nouveaux, mais qui ne dit pas son nom. À partir du moment où vous avez cette lecture-là, vous ne pouvez plus avoir le même raisonnement que ceux qui vous disent on va changer l'Europe. À partir du moment où vous savez que c'est une machinerie pour mettre la domination américaine sur le continent européen contre l'ennemi géostratégique fondamental qui est la Russie, puisque les Américains sont obsédés par ceux qui peuvent les concurrencer, c'est-à-dire la Russie qui domine le heartland eurasiatique, hein, comme disent les géopoliticiens, ou bien la Chine. C'est vraiment les deux grands axes. Plus tard, il y aura peut-être l'Inde et le Brésil, mais pour l'instant, les deux pays qui obsèdent les États-Unis d'Amérique, c'est la Russie et la Chine. Donc la construction européenne, c'est une espèce de vassalisation, de colonisation pour le compte des États-Unis. On l'a vu notamment au moment de l'effondrement du camp socialiste, lorsque le père George Herbert Bush avait promis à Gorbatchev que si le camp socialiste, si les pays du Comecon, si le Comecon s'effondrait et le pacte de Varsovie aussi, là, les États-Unis n'en profiteraient pas pour avancer leurs pions. En fait, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont au contraire posé un des 36 stratagèmes chinois qui s'appelle piller les maisons qui brûlent. C'est-à-dire, à partir du moment où la Russie était dans une très grande faiblesse, profiter davantage au maximum pour rafler tous les pays de l'Est. Et c'est le discours de George Bush père à l'université de Varsovie en juin 2001 qui explique « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie et qui exige que tous les pays de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne ». Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour d'un seul coup faire entrer 10 pays de l'Est dans l'Union? Pas du tout, jamais, jamais. On nous l'a imposé. De la même façon, c'est la même façon que la problématique de la Turquie. Vous savez que la Turquie est toujours candidate officielle à entrer dans l'Union européenne depuis les années 90. Est-ce qu'on a demandé aux populations européennes? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont les États-Unis qui décident derrière. Alors à partir du moment où on sait que la construction européenne, c'est un faux nom, en fait, le vrai nom, c'est la rectification des noms dont parle Confucius. Il ne faut pas parler de construction européenne, il faut parler de colonisation américaine. À partir du moment où on comprend ça, on comprend tout. Les gens qui vous proposent, bah alors moi je voudrais une Europe à poil rouge, une verte à poil bleu, moi je voudrais une Europe, c'était Raffarin qui avait dit ça je crois un jour, qui voulait une Europe avec la Russie. Ça veut dire qu'il n'a rien compris en fait à ce qu'est la construction européenne. Ceux qui disaient au moment de Maastricht, j'ai dans mon bureau une affiche qui émanait du Parti socialiste en 1992, qui appelait à voter oui à Maastricht. On voyait un globe terrestre avec le globe était dominé d'un côté par un joueur de catch américain drapé dans un drapeau américain. De l'autre côté, un sous-motoriste japonais représentant le péril jaune. Aujourd'hui, on mettrait certainement un Chinois. Et c'était donc le Parti socialiste en 92 a appelé les Français à voter oui pour faire contrepoids, un, à la menace asiatique et deux, aux États-Unis d'Amérique. Donc on est le fait de ne pas comprendre même ce qui se cache derrière obscurcit le jugement. Donc un des premiers problèmes à résoudre, me semble-t-il, c'est ces questions de noms à régler. Je regarde, j'ai pris deux, trois notes. C'est la même chose pour la souveraineté et pour la paix. Je vois que Macron adore se baigner dans cette absence de définition précise. Macron dit qu'il est pour la souveraineté européenne. Mais c'est un mot, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on peut avoir une souveraineté sans qu'il y ait de peuple derrière? C'est comme une démocratie européenne. Est-ce qu'on peut avoir une démocratie sans peuple européen? Démocratie, ça veut dire demos kratos, c'est-à-dire kratos, le pouvoir, demos, du peuple. Mais encore faut-il qu'il y ait un peuple. Et s'il n'y a pas de peuple européen,
On fait comment? Alors, on peut postuler qu'un peuple européen existe, ça. Mais là, on est dans le domaine de l'idéologie, en fait, du fantasme et du dingue, mais ça se fracasse sur le mur des réalités, puisque à chaque négociation européenne, on découvre que les autres pays de l'Union européenne ont des intérêts divergents. Donc Macron adore développer des concepts comme ça qui en fait sont faux, qui ne reposent sur rien. Hein, la souveraineté européenne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas. Mais enfin, ça aboutit quand même à cette chose extraordinaire. J'ai vu ça, c'était avant-hier, je crois, dans le Figaro. Il y a eu, parlant du débat, actuellement nous sommes pendant la campagne pour les élections européennes, vous le savez, et il y a des débats qui sont organisés à la télévision française avec les 8 grandes têtes de liste. Alors je suis désolé, vous avez devant vous un Minus Abins, puisque je ne suis pas une grande tête de liste, je suis tout petit. Donc on a des titans de la pensée, comme Valérie Ayer, qui me surplombe, comme l'Everest surplombe la butte Montmartre, de sa pensée politique extraordinaire. Donc on a ce genre de débat avec 8 personnalités qui ont pour particularité de tous vouloir rester dans l'Union européenne. Ils sont tous pour rester dans l'UE, dans l'euro. Hein, c'est le cas de M. Bardella, de Mme Marion Maréchal, c'est le cas de M. Bellamy, c'est le cas... C'est le cas de M. Glucksmann, c'est le cas de M. Desfontaines, c'est le cas de Mme Manon Aubry, c'est le cas de Mme Marie Toussaint. Voilà. Donc on ne fait débattre pendant ces élections que 8 têtes de liste sur 38 quand même, et on évacue tout représentant du Frexit, toute personnalité qui voudrait sortir. Alors même que, je vous rappelle que le président de la République Macron, en janvier 2018, le 22 janvier 2018, s'était rendu au Royaume-Uni. Il avait été interrogé par la BBC à Londres. On était entre 2016, le vote victorieux du Brexit, et 2020, le 31 janvier, la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc on était au milieu du gué. Et donc Macron, en janvier 2018... est interrogé par la BBC qui lui dit « Mais si en France il y avait un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qui se passerait ?» Et Macron répond que probablement il y aurait une majorité de Français qui voudraient le Frexit. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait avoir en lettre de feu dans le cerveau quand même. Le président de la République lui-même a reconnu que s'il y avait un référendum, il y aurait une majorité de Français qui probablement voteraient pour. Ce qui a été vivement contesté lorsque l'autre jour j'ai dit ça sur CNews, où j'ai eu un journaliste qui m'a attaqué en disant que ce que je disais était faux, etc. Il m'avait déjà attaqué sur les données macroéconomiques que je disais concernant le Brexit. J'ai vu ensuite, après coup, qu'en fait il n'était pas journaliste, un mannequin. Il s'appelle Florian. J'ai un prénom, bon. Florian Tardif. Et il vaut mieux être tardif que hâtif. Ce monsieur Florian Tardif, qui est journaliste, qui doit avoir 28 ans, il a son truc, il est mannequin. Il a fait du mannequinat, avenue Montaigne, pour élever match. Donc c'est... Alors moi, je l'aurais su, je leur ai dit, écoutez, monsieur, je ne vais pas, moi, vous donner des cours de mannequinat. Je n'ai pas prétention à être un mannequin. Mais peut-être que vous pourriez me laisser quand même la primeur de données macroéconomiques. Je suis quand même inspecteur général des finances. Donc ça fait partie de ces intimidations, faut bien rigoler un peu, ça fait partie de ces intimidations extraordinaires où à partir du moment où vous avez accès aux médias, vous d'un seul coup ipso facto, vous avez une qualité différente. Je me rappelle que pendant plusieurs années, quand j'ai créé l'UPR, on me disait que je n'avais aucun charisme, que j'avais un charisme d'huître, etc. Et on me citait je ne sais pas qui avait un charisme extraordinaire. Et en fait, les gens confondaient charisme, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, avec le nombre de passages médias. C'est d'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit sur la question du réchauffement climatique, des données, etc. Et il y a un intervenant qui disait comment se fait-il que nous, on n'arrive pas à démonter le discours des écologistes, etc. C'est difficile, il faut trouver une espèce de... Oula, ça baisse... il faut trouver... Pourquoi vous me coupez la parole? Vous êtes payé par la centrale de l'anglais? Et donc, voilà cette remarque, comment est-ce qu'on fait, nous, pour combattre à armes égales? Mais c'est très simple, il suffit d'avoir le même temps de parole, hein, ou même plus. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté. Moi, pendant des années et des années,
entre le moment où j'écris l'UPR en 2007 et disons il y a 2 ans et demi, 2 ans, lorsque je faisais des réunions publiques, il y avait des gens qui m'écoutaient, qui disaient oui, ce que vous dites est vraiment intéressant et bien, mais quand même, il ne faut pas sortir de l'Europe parce que l'Europe, c'est la paix. Et donc j'ai essayé d'expliquer que l'Europe nous emmenait vers la guerre. Je l'ai non seulement expliqué, mais je l'ai même enregistré. Il y a sur Internet, vous trouverez une vidéo qui s'appelle «L'Europe, c'est la guerre» que j'ai enregistrée. C'était à Bourg-les-Valences, dans la Drôme, en 2013, en novembre 2013. C'était il y a 11 ans. Allez voir, enfin je ne veux pas jouer Madame Soleil, mais allez voir ce que je disais il y a 11 ans, c'est exactement... L'analyse que je développe c'est à se pincer, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais pour expliquer que la construction européenne allait nous emmener vers la guerre, il fallait 2h30. Alors que pour expliquer que l'Europe c'est la paix, il fallait dire 4 mots. L'Europe c'est la paix. C'était comme une espèce de mantra tibétain. Hein, vous donnez un petit coup au moulin à prière, puis ça y est, banzai. Donc, le problème qu'il y a pour lutter contre les escrocs actuels de la politique, c'est qu'ils bénéficient d'un atout absolument considérable qui est le matraquage médiatique qui finit par formater les esprits. Bon, c'est ce que nos aïeux connaissaient sous le nom de, comment on appelle ça, le lavage de cerveau, mais c'était tout à fait important. C'est pareil pour la paix. Alors tout ça avait d'ailleurs été déjà inventé par le camp socialiste. Hein. Rappelez-vous que quand la paix, enfin ou même, enfin c'est un peu la trame du livre d'Orwell sur 1984. Hein, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage. Donc on a ce sens des mots qui a été interverti. Et actuellement, lorsque Macron ou lorsque les pays européens s'apprêtent envoie des armes à l'Ukraine, donne leur feu vert pour que depuis l'Ukraine, on aille bombarder la Russie. Et ils disent qu'ils font ça pour la paix. Voilà, on l'a déjà vu, mais c'est un des éléments fondamentaux du règne en fait de la confusion actuelle, le sens des mots. Et le deuxième point qui est corrélé avec, c'est ce que j'appelle l'inversion accusatoire, qui est désormais absolument systématique. L'inversion accusatoire, c'est le mensonge pur et simple. Bon, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Alors, de fait, c'est quand même vrai que le 24 février 2022, c'est la Russie qui est intervenue. Mais enfin, bon, on a une espèce d'amnésie de l'histoire. Je vais y revenir dans un instant. On fait commencer l'histoire à un instant T. On ne fait pas comme s'il y avait ce qui s'était passé auparavant. On ne remet pas en perspective et on décrit les choses de façon qui sont quand même profondément fallacieuses. À propos de profondément fallacieux, je repense à mon histoire de souveraineté. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y avait avant-hier un article du Figaro, je crois, qui disait, j'avais commencé à parler des grands débats qu'il y avait à la télévision, et vous avez peut-être vu un article du Figaro, c'est avant-hier, en disant la question de la souveraineté est au cœur des élections européennes et des débats. Alors que tous les partisans de la souveraineté nationale ont été écartés. C'est incroyable. Je me suis là aussi pincé pour le croire, parce qu'en fait, la journaliste du Figaro faisait comme si le grand débat qui valait, c'était la souveraineté européenne, c'est-à-dire ce truc qui ne veut rien dire en définitive, puisque chacun y met ce qu'il veut. L'inversion accusatoire, c'est effectivement une grande manipulation dans laquelle se complaît Macron et les forces qui l'entourent. L'autre chose, c'est la réécriture de l'histoire. Je viens de le dire sur l'affaire de l'Ukraine. On oublie, moi j'ai fait des vidéos qui ont eu beaucoup de succès sur Internet, tout simplement parce que j'ai essayé d'expliquer ce qu'avait été l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Ukraine, l'histoire auparavant, au XVIIIe siècle, comment ça se passait, hein, et même avant le XVIIIe siècle, puisqu'il y a un traité en 1654, au traité de Péréoslav, qui rattache à l'Empire des Tsars la rive orientale du Dniepr jusqu'à Kiev. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, du moment où la Rousse de Kiev, la principauté de Kiev, va être rattachée à la Russie, comme il y a eu la Rousse de Minsk, eh bien, on va parler de l'empereur de toutes les Russies. Moi, quand j'étais petit, je me disais, c'est quoi l'empereur de toutes les Russies? Moi, j'aurais bien aimé être empereur de toutes les Russies. Je trouvais ça extraordinaire. Mais en fait, c'est ça. Donc, en fait, on a une absence totale de rappel historique. Et là,
de cette façon, de ce point de vue, on peut dire que il n'y a plus de démocratie européenne, il n'y a plus la grandeur de ce que devrait être une démocratie, c'est-à-dire une libre confrontation des idées et qu'il y ait un libre débat sur l'histoire. Quelle a été l'histoire de l'Ukraine, hein, ce pays composite créé en 1920, avec deux parties qui se détestent, la partie nord-ouest qui est peuplée de polono-lituaniens, qui sont tournés vers l'ouest, avec une église uniate qui est en lien avec Rome, qui parle le polonais ou le lituanien, ce sont deux langues très voisines d'ailleurs, et qui détestent les Russes, et tout le sud-est qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, avec la Grande Catherine et son amant Potemkin, ont conquis la Crimée, le Donbass, et ont peuplé de Russes. Donc il y a quand même énormément de Français. Moi, je vois dans les commentaires des journaux, du moins dans les premiers temps, disons la première année, maintenant il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à avoir des doutes, à s'être un peu renseignés, mais qui pensaient vraiment que, par exemple, la Crimée n'avait jamais été russe. Alors que la Crimée n'a jamais été polono-lituanienne, en fait. Avant d'être russe, elle appartenait à des khanats musulmans, hein, des khanats, pas comme Dominique Strauss-Kahn, hein, c'est des khanats dépendants de la Sublime Porte, hein, dépendants de l'Empire ottoman. Et c'est au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, que par plusieurs traités, toutes ces terres, les terres pontiques, comme on dit, les marais pontiques, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée, ont été rattachés à l'Empire des Tsars, pris sur des principautés musulmanes. Si un jour vous allez en Crimée, ce que je vous suggère, c'est un pays absolument magnifique, eh bien, il faut aller voir non seulement Sébastopol et Simferopol, mais aussi entre les deux, il y a une petite ville qui s'appelle Bakhchisaray. Saray, ça veut dire le palais en turc, hein, le sérail, comme on dit en français, et qui est une espèce de petit Istanbul. Vous y retrouvez un petit peu les mêmes types de bâtiments que vous trouvez à Istanbul, notamment le sérail du Grand Turc. Donc, en fait, s'il y a des gens, s'il y avait une puissance qui avait éventuellement des droits historiques à faire valoir sur la Crimée et sur le Donbass, c'est la Turquie, en tant que successeur de l'Empire ottoman. Sauf que par les traités, il y en a un traité de 1794 dont j'arrive jamais à me rappeler du nom, qui a donné définitivement ces terres à l'Empire des Tsars. Mais ça n'a jamais appartenu à l'ensemble polono-lituanien, et l'Ukraine telle qu'on la connaît a été créée en 1920 par Staline, qui d'ailleurs n'avait pas rattaché la Crimée, puisque la Crimée, comme vous le savez, contient le port de Sébastopol, qui est très essentiel à la marine russe, et qui a été créé d'ailleurs par les Russes. Tout ça, ce sont des noms de villes russes. Hein, Sébastopol, c'est la ville de Sébastien. Mariupol, c'est la ville de Marie. Mélitopol, c'est la ville du miel. Odessa, ça veut dire Ulysse, hein, c'est les pérégrinations d'Ulysse. Tout ça, ce sont des noms russes, en fait, et ce sont des villes russes qui ont été créées. Alors, la réécriture de l'histoire, eh bien, on a aussi la réécriture de l'histoire. On va le voir dans quelques jours, d'ailleurs. Je vais sortir une vidéo sur l'histoire du débarquement et de la libération. Ce qu'on raconte aux Français est une espèce de fable concoctée à Hollywood dans les années 70. Quand j'étais petit, dans les années 60, j'avais 7 ans, 8 ans, on parlait à la télévision, on parlait du jour J. Maintenant, on ne parle plus du jour J, on parle du D-Day. Ce qui montre déjà l'évolution sémantique de notre pays qui est désormais devenu une colonie. Mais on présente et on va avoir une espèce de déferlement à vocation politique, puisque ça va être le 6 juin, c'est-à-dire 3 jours avant le 9 juin, le jour des élections européennes. Donc on va avoir vous savez que Joe Biden va arriver, va rencontrer le Jupiter de la pensée contemporaine en France, Macron, le 8 juin. Et donc on va avoir toute une série de reportages sur les Américains qui nous ont apporté la liberté, etc., etc. Hein, vous savez qu'en 1948, il y avait, quand on demandait aux jeunes Français qui est-ce qui avait vaincu Hitler, il y avait 80% des Français qui disaient que c'était Staline, c'était l'URSS. Et puis ce pourcentage a diminué. Il a un peu remonté récemment, mais il a diminué désormais pour beaucoup de Français. Ceux qui ont vaincu Staline, c'est les Américains. Qui ont vaincu Hitler, pardon, ce sont les Américains.
Alors qu'au contraire, ce sont ceux qui ont poussé Hitler au pouvoir, hein, qui l'ont fait monter au pouvoir. Ça, on le sait depuis quelques années, notamment avec tous les travaux sur la famille Bush, hein, George Prescott Bush, qui a participé avec beaucoup d'autres au financement et à l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Ce sont les Américains qui sont derrière, en fait, l'accession d'Hitler au pouvoir. Et vous savez aussi, ça fait partie de la petite histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais la grande histoire, en fait, est que il y a une banque assez mystérieuse qui s'appelle la Banque des règlements internationaux, qui est à Bâle, qui est la banque des grandes banques centrales. Et pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez à la Banque des règlements internationaux, vous aviez le président ou le gouverneur de la Reichsbank qui s'appelait Hjalmar Schacht, SCHT, qui se rencontrait avec le gouverneur de la Bank of England, avec le gouverneur de la Federal Reserve Board, etc., autour d'un tapis vert pour régler leurs affaires de banquiers centraux. En 1942, 43, enfin, c'était un petit comité. Et vous savez sans doute, mais ça c'est une horreur quand on explique ça aux gens, que Chart a été arrêté et a fait partie des, je sais plus combien, 24 ou comment dirais-je, inculpé au premier grand procès de Nuremberg, des grands criminels de guerre nazis, le fameux procès de Nuremberg. Il y en a eu d'autres, mais c'est le premier, celui où il y avait Göring, où il y avait Seyss-Inquart, Rosenberg, etc., etc., Kaltenbrunner, Hans Frank, enfin tous ces grands criminels de guerre. Et il y avait Hans Schardt, Hjalmar Schacht, qui était parmi ces... Alors vous savez que la plupart, il y en a eu 14 qui ont été condamnés à mort. Vous savez que Göring a réussi à se suicider pour échapper à la pendaison. Vous savez que donc la grande majorité ont été condamnés à mort. Il y en a quelques-uns qui ont été condamnés à la prison à vie. C'est Rudolf Hess. Il y en a quelques-uns qui ont été condamnés à 20 ans de prison. C'était Albert Speer, notamment, qui avait été l'architecte d'Hitler, puis à la fin de la guerre, ministre plus ou moins de l'armée. Mais Hjalmar Schacht a été acquitté. Voilà. C'est-à-dire le gouverneur de la banque centrale nazie. C'est lui sans quoi rien n'aurait été possible, en fait. C'est quelqu'un d'extraordinairement important. Hein. Eh bien, il a été acquitté. Voilà. Comme quoi, il faut mettre un banquier central dans les cas lorsque ça tourne vinaigre. Alors, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin, est une histoire qui est fallacieuse. Vous savez que De Gaulle a toujours refusé de célébrer le 6 juin. Il l'a dit, il a refusé de le célébrer le 6 juin 1949. Il a refusé de célébrer les 5 ans. Le 6 juin 54, alors il était en pleine traversée du désert, il écrivait ses mémoires de guerre. Mais le 6 juin 55, il a refusé de célébrer, 54, il a refusé de célébrer les 10 ans du débarquement. Il a refusé le 6 juin 1959 pour les 15 ans et le 6 juin 64 pour les 20 ans. Il a également refusé, alors il y a des passages, et un passage extraordinaire dans le CT de Gaulle de Perfit, où il voit où il y a Pompidou et tous les ministres qui disent à De Gaulle, il faut quand même y aller, et De Gaulle, il n'y a pas de question. Et il a cette phrase absolument terrible, De Gaulle, où il dit que, en fait, le 6 juin 1944, c'était pas la libération, c'était le prélude à une seconde occupation. Bah vous dites, bah oui, il n'y a pas beaucoup de Français qui le savent. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'était une seconde occupation par les Américains. Et qu'ils étaient venus avec, comme vous le savez, des billets de l'AMGOD, Allied Military Government, qui ressemblaient à des dollars et qu'il s'agissait de diffuser. Et que Hitler avait, que Roosevelt avait comme projet politique très précis de débarquer en France, de contourner Paris pour aller attaquer la Ruhr pour démolir tout de suite le régime hitlérien, éventuellement de laisser Paris être écrasé par une division allemande qui venait du nord de la France et qui allait écraser Paris, pour les faire que Paris subirait le même sort que Varsovie. Et De Gaulle explique ça. Il a exigé que le débarquement de Provence monte à toute allure avec le maréchal Leclerc pour libérer Paris en juin 44, parce que sinon, les Américains avaient prévu qu'à la fin 44, Paris serait éventuellement écrasé sous les bombes nazis. Et surtout, Roosevelt avait prévu qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France serait un pays sous occupation militaire comme l'Allemagne et comme l'Italie, et avait prévu que les dirigeants français seraient Pétain, Laval et Édouard Herriot. C'est De Gaulle lui-même qui l'explique. Oui.
Oui. Absolument, absolument. Donc, alors ça, voilà, typiquement, on va avoir une réécriture de l'histoire à des fins de politique contemporaine. Et on va avoir, vous imaginez le narratif que l'on va subir, on va nous expliquer qu'il est important de faire les alliances derrière les États-Unis d'Amérique pour la liberté contre Hitler, contre Poutine, qui est un nouvel Hitler. On nous explique que Poutine, en fait, est un nouvel Hitler. Alors, cette réécriture de l'histoire, on l'a pour la construction européenne, bien sûr. Tout à l'heure, Paul-Marie en a parlé un mot, je ne vais pas vous monopoliser la parole, mais c'est très important, je l'ai dit d'ailleurs en préambule de cette petite intervention, c'est que à partir du moment où vous appelez construction européenne, ce qui est en fait un processus de colonisation américaine, si vous n'avez pas les mots pour le dire, vous ne comprenez rien. On cite souvent cet exemple des populations inuites qui ont, paraît-il, 80 mots pour désigner la neige, selon la couleur, la texture, etc. Nous, on doit avoir 7 ou 8 mots pour désigner la neige, le givre, la glace, la poudreuse, je sais pas quoi. On doit avoir une dizaine de mots en français. Les Inuits en ont 88. Hein. Donc, on ne voit pas la même chose quand on a un appareil, à sa disposition un appareil intellectuel qui permet de voir le distinguo. Si vous ne l'avez pas, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Et c'est justement ça que Macron, le pouvoir de Macron, ou plus exactement des gens qui sont avec lui, il réside très exactement là-dedans, dans l'absence absolue de précision, dans la confusion générale des esprits et dans une espèce d'oxymore permanent, hein, c'est-à-dire la construction européenne, alors qu'il s'agit d'une destruction française ou d'une colonisation américaine, la souveraineté européenne. Au bout de cette histoire, on arrive à quoi? On arrive à quelque chose que moi je me frappe de plus en plus et qui est quand même peut-être un élément plutôt positif, en tout cas plutôt pas positif, mais prometteur, parce que moi je suis fondamentalement un optimiste. Si j'étais pessimiste, ça fait belle lurette, si vous voulez, que j'aurais plié bagage dans mes activités politiques. On arrive à la folie. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à des gens qui disent absolument le contraire exact de la réalité. Et ils le disent avec... Là, j'ai trouvé deux citations qui datent d'hier et d'aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. La première, c'était tout à l'heure. Édouard Philippe. Vous voyez qui c'est, hein, alias Fantomas, hein, pour les intimes. L'homme politique préféré des Français, qui a dit tout à l'heure à Darius Rogemin, écoutez bien ça, un pays souverain, ça met de l'ordre dans ses finances publiques. Quand vous n'êtes pas maître chez vous, vous êtes forcément le valet de quelqu'un. Et Édouard Philippe juge que la dette met la France à la merci de gens qui ne lui veulent pas du bien. Merde alors. C'est lui, en tant que Premier ministre, avec Macron, qui a fait grimper la dette française de 2 000 à 3 000 milliards d'euros. Il est le responsable number 2 après Macron. Et il explique... Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme bientôt on va avoir Adolf Hitler qui dénonce l'antisémitisme. Non, mais enfin, je sais pas, mais c'est... Et alors, plus c'est gros, plus ça passe. Moi, je suis sidéré de voir ça. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose... Alors, c'est pas un cas isolé, parce que dans la même veine, on vient d'avoir aussi... tout à l'heure, c'est quand même extra. Toujours, c'est sur cette affaire de Standard & Poor's, je vais y revenir dans un instant. Bruno Le Maire, vous voyez qui c'est? Et qui, c'est un romancier porno qui... Bruno Le Maire, qui a dit... Ah, il a été interviewé par BFM TV par Benjamin Duhamel. Il avait le choix, c'était soit Olivier Duhamel, soit Alain Duhamel, soit Benjamin Duhamel, voilà, soit Nathalie Saint-Cric qui est la tantine de tout ce petit monde. Enfin, voilà, on a une espèce de, c'est comme il y avait jadis sous la monarchie, il y avait une famille de bourreaux. Nous, on a une famille de journaleux. Et donc, il a dit tout à l'heure à Benjamin Duhamel, écoutez ça. Au sujet de la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's sur BFM TV, il a dit « J'ai sauvé l'économie française ». Je sais pas. Donc enfin c'est presque. Je veux dire, il y a un truc, j'ai compris pourquoi le Gorafi a fait faillite, hein, parce que
ils ont plus rien à dire, en fait. C'est-à-dire qu'on a maintenant un toupet, comme on disait jadis. Ça doit être un mot que Paul-Marie doit affectionner, avoir du toupet. Voilà, un toupet, un culot extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et où personne finalement ne regimbe. Bon, on admet ça comme ça. Alors à ce propos d'ailleurs de la note de Standard & Poor's, et ça va être un peu la conclusion de mon petit propos, c'est que je disais qu'il faut mettre Macron sur un tissu écossais. Il faut en fait tous ces gens les mettre face à leurs contradictions. Face à leurs contradictions, par exemple, c'est ce que j'ai fait l'autre fois quand j'avais été interviewé par Jean Quatremer. Jean Quatremer qui, je ne sais pas pourquoi, comme ça, d'un seul coup, on m'a dit que toute affaire cessante, il fallait que j'aille au Parlement européen de Bruxelles. C'était peut-être un signe des dieux, parce que je devais être interviewé par Jean Quatremer pour, je ne sais plus si c'était sur BFM TV ou CNews, je ne me rappelle même plus. Et j'ai dit quelque chose qui, alors là, a eu le don de le mettre en colère, c'est que, alors parce qu'on peut débattre ad infinitum des avantages, des inconvénients, et on est toujours face à des gens qui vous expliquent que si on sortait de l'Europe, de l'Union européenne, ça serait la catastrophe. C'est ce que les Anglais avaient caractérisé par le vocable de Project Fear, projet de la peur. Et donc j'ai dit à Jean Quatremer, mais écoutez, enfin, excusez-moi, mais parmi tous les pays d'Europe, les 3 pays qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et l'Islande, sont également ceux qui sont au firmament du développement mondial d'après l'indice de développement humain, l'IDH, qui est un indice composite calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est... Enfin, je veux dire, c'est terminé. Enfin, je veux dire... Missa ita est, il n'y a plus à tergiverser. C'est-à-dire qu'après 60 et quelques années de construction européenne, les pays qui se portent le mieux en Europe, c'est ça. Et quelle a été sa réponse? C'est la fameuse réponse de ce petit monde, c'est pas comparable. Hein. C'est une formule, c'est pas comparable. Et il m'a dit, il m'a volé dans les pubs, comment pouvez-vous comparer un pays de 9 millions d'habitants ou un pays de l'Islande avec 330 000 habitants, etc. Sous-entendu, c'est des petites merdes. Mais j'ai dit, mais attendez, nous, on nous explique que la France est trop petite. Toute seule. Donc la France, elle est trop petite pour être toute seule, mais alors l'Islande, ça va bien, c'est 330 000 habitants, c'est parfait. Donc il était furax. Parce que justement, c'est la crise du caméléon sur un tissu écossais. Et donc vous devez toujours penser à apporter des preuves qui sont irréfutables, et puis voilà, un raisonnement implacable en fait, la logique. La logique doit être implacable. Là, sur Standard & Poor's, j'ai fait un petit tweet ce matin que je vous suggère d'ailleurs à ceux d'entre vous qui sont intéressés par mes propos de vous abonner, d'ouvrir un compte Twitter. J'espère que vous en avez un. Voilà. Non. Bah, si vous n'en avez pas, vous ouvrez même sous un pseudonyme. Hein. Vous mettez un truc du style Jean-Michel Trognard, un truc comme ça. Non mais au hasard. Hein. Et ensuite, c'est un pseudo, et ensuite vous allez regarder. Figurez-vous que jusqu'en 2012, la France bénéficiait de la meilleure cotation de Standard. Vous savez qu'il y a quelques agences américaines de notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, etc. La plus connue étant Standard & Poor's. Sans doute parce que dedans il y a le mot standard et le mot pour. Ça doit fasciner le fait d'être une espèce de pauvreté standardisée, je ne sais pas. Standard & Poor's, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et la meilleure notation, c'est AAA. La France a eu AAA jusqu'au mois de, je crois, je ne sais plus dans quel mois c'était, mais en 2012. Et en 2012, la France a basculé, est passée de AAA à AA+. Et c'était quand même la première fois que ça arrivait. Les États-Unis, il leur est arrivé la même chose, d'ailleurs, je crois, l'année d'avant. C'est la première fois qu'on a vu le monde occidental commencer, qui est a priori la signature des États-Unis d'Amérique ou de la République française, c'était un petit peu comme la femme de César. Vous ne pouvez même pas être soupçonné. C'est forcément du AAA. Et d'un seul coup, on a vu que l'Occident a commencé à prendre un coup. Comme si vous avez un choc sur votre carrosserie, ça l'affiche mal, c'est d'avoir un peu de AAA. Donc ça, c'est en 2012 que la France est passée de AAA à AA+. Et puis,
en 2022, je crois, la France est passée de AA+ à AA. Et là, hier, elle vient de passer par Standard & Poor's de AA à AA-. Alors, il en reste encore, mais c'est quand même une descente aux enfers. C'est qui montre que dans le monde de la finance, on commence à comprendre que la dette française est devenue hors contrôle. Et ça a des conséquences extrêmement concrètes, puisque vous savez que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Sur les marchés financiers mondiaux, les investisseurs, ils demandent une rémunération en fonction de la cotation faite par les agences de notation. Hein, donc vous demandez des taux d'intérêt, une prime de risque supérieure pour investir, pour acheter des obligations assimilées du Trésor français quand c'est AA- par rapport à ce que c'est AA. Donc ça veut dire que le coût du crédit, le coût des emprunts que l'on va faire sur les marchés financiers va s'aggraver. Et c'est très important. Ça montre aussi une défiance généralisée qui s'accroît. C'est ce que Bruno Le Maire appelle qu'il a sauvé l'économie française. C'est incroyable. Ce monsieur devrait être mis en prison, en fait. Il est d'ailleurs co-responsable avec Édouard Philippe et Macron de la situation. Et le tweet que j'ai fait tout à l'heure, que je le cite de mémoire, il faudrait que je le reprenne, d'ailleurs je vais l'avoir peut-être sous les yeux, mais je le cite de mémoire, c'est que je me suis amusé à regarder quels sont les pays du monde qui ont encore la notation AAA chez Standard & Poor's. En fait, il y en a 11. Enfin, de moi, c'est un document que j'ai trouvé de 2023, donc ça n'a pas dû beaucoup évoluer. Donc il y a, en dehors de l'Europe, il y a, je crois, le Canada, l'Australie et Singapour. Enfin, j'en suis même sûr. Donc c'est trois pays en dehors de l'Europe qui ont encore la notation AAA. Je rappelle que les États-Unis l'ont perdu, etc. Le Japon aussi. Australie, Canada et Singapour. Et à l'intérieur de l'Europe, eh bien, il y a 3 pays de l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et il y a, par ailleurs, les 5 autres pays. C'est la Suède, qui a refusé l'euro, le Danemark, qui a refusé l'euro, la Norvège, je crois, il faudrait que je reprenne, qui a refusé et l'UE et l'euro, le Liechtenstein qui a refusé et l'UE et l'euro, et la Suisse qui a refusé et l'UE et l'euro. C'est-à-dire que sur les 8 États européens qui ont encore une notation AAA, vous en avez 5 qui ont refusé, 5 sur 8 qui ont refusé d'entrer dans l'euro. Et 3 sur 8 qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Alors, c'est quand même une corrélation extraordinairement forte et qui montre au passage que les 3 pays de l'Union européenne, et les 3 pays qui ont à la fois l'Union européenne et l'euro et qui étaient côté AAA, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, se trouvent être, comme par hasard, ceux qui sont favorisés par le fait que l'euro est sous-coté par rapport à ce que serait coté avant, s'il n'y avait pas l'euro, le Deutschmark, le florin néerlandais et le franc luxembourgeois. Hein, je renvoie à des conférences que j'ai faites sur le sujet avec ce qu'on appelle Target 2, c'est-à-dire le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que ceux qui ont gardé le AAA, ce sont en fait les 3 pays. Alors, normalement, il devrait y avoir la Finlande, mais la Finlande doit avoir une situation d'endettement supérieure peut-être à la moyenne. Elle doit être certainement dans AA+. Mais les trois pays qui sont très bénéficiaires de l'euro, du moins jusqu'à l'explosion de Nord Stream, hein, parce que je ne sais plus si l'Allemagne est encore côté AAA, mais les 3 pays qui sont côté AAA sont les pays européens qui bénéficient de l'euro. Alors, voir ça, c'est quand même... C'est quelque chose, si on était dans une république, s'il y avait une vraie démocratie, c'est vraiment le genre de sujet que j'aurais aimé aborder lors des élections européennes. C'était quand même le moment. Hein, puisqu'on ne parle pas de l'Europe au moment de la présidentielle, ni des législatives, ni des régionales, ni des départementales, ni des élections municipales. Alors on en parle quand? Alors j'aurais bien aimé demander, par exemple, à Madame Ayer ce qu'elle pensait de ça, et notamment du solde de Target 2. Bon. Ça aurait été cruel, je pense, de lui demander à Madame Ayer ce qu'elle pensait de ça. Mais ça veut dire quand même ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on voit ici quelque chose qui dément
le discours de certains européistes qui disent mais non, c'est pas de la faute de l'euro, c'est la faute de la France. C'est que les Français n'ont pas fait les réformes-ci, n'ont pas fait gna 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 gna. Je ne dis pas que la France est merveilleusement bien gérée, bien au contraire. Mais ça veut dire quand même ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'euro est en train d'entraîner la plupart des pays de l'Union européenne, pour lesquels c'est une monnaie surcotée, sont en train de l'entraîner vers le désastre. Alors ça fait partie de ces grandes données qui permettent d'avoir le recul du temps et qu'il faut opposer à un Macron pour essayer justement de le démasquer. Alors le résultat, et ça sera mon propos, c'est que la conclusion de mon propos, c'est que je pense que je pourrais facilement démasquer Macron si je pouvais participer à un débat avec lui, ou démasquer d'ailleurs tous ceux qui sont des clones, hein, parce que Bardella, c'est Attal 2.0. Marion Maréchal, c'est Mélanie 2.0. D'ailleurs, elle a dit qu'elle siégerait s'il y avait des députés dans le même groupe que Madame Mélanie. Et puis son mari, Monsieur Sofo, non pas Chauffo, Sofo, est un Italien qui est le mari de Madame Marion Maréchal, qui est candidat en place éligible dans Fratelli d'Italia. Hein, donc le couple se prévoit un petit truc aux oignons à 25 000 € par mois au chaud à Bruxelles, dans le truc chez Madame Mélanie dans le groupe ECR. Donc, j'aurais aimé poser ce genre de questions, de même que j'aurais aimé poser sur les questions d'immigration, ce grand débat qui est absolument évacué en ce moment. Hein. Vraiment, j'insiste, toutes les personnes qui m'écoutent, supposez que parmi vous, il y a des naïfs qui s'apprêtent à voter pour Bardella ou pour Marion Maréchal, parce que, par exemple, ils pensent qu'il faut lutter contre l'immigration, eh bien, allez regarder vraiment dans le détail, écoutez dans le détail ce qu'ils sont en train de dire tous. Ils sont tous en train de dire qu'ils veulent lutter contre l'immigration illégale. C'est très, très, très important. Or, le problème, c'est la commissaire européenne, Madame Ylva Johansson, qui a révélé le poteau rose. Hein, la politique européenne, il y a actuellement sur les 3 850 000 nouveaux migrants entrés en Union européenne en 2022, il y en avait 3 500 000 légaux et 350 000 illégaux. C'est-à-dire que 90% de l'immigration en Union européenne, c'est des migrations légales. On a fait mousser, d'ailleurs, monsieur Moussa, justement, comment il s'appelle, Darmanin, a fait mousser le fait qu'il avait fait des OQTF, des obligations qui étaient... Il avait multiplié les OQTF. Mais ce qu'on a beaucoup moins dit, c'est qu'en 2023, il a battu le record. Je crois que la France a émis quelque chose comme 325 000 nouveaux titres de séjour en France. Quant à Madame Mélanie, qui avait fait campagne, vous savez, avec des campagnes à l'emporte-pièce, en disant « Fuori stranieri, dehors les étrangers, blocco navale et blocus naval », ce que dit M. Zemmour exactement, blocus naval. Madame Mélanie, cette année, vous le savez, elle a décidé de donner 452 000 titres de séjour à des nouveaux migrants, c'est-à-dire qu'elle a pulvérisé ce que faisait Mario Draghi. Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de choses, hein, le tissu écossais pour tous ces caméléons. Vous avez compris pourquoi je ne suis pas invité dans les médias. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Si demain vous étiez au Parlement européen, qu'est-ce que vous feriez pour installer le droit de veto sur la Commission européenne, notamment sur Alors, vous me faites penser, c'est une chose que je voulais vous dire, mais il y a 1000 choses à dire, que je n'ai pas abordé un point absolument fondamental, qui est, dans le monde de la Macronie, c'est la promotion de gens incompétents. C'est-à-dire je vois des choses extraordinaires chez les gens qui se présentent comme tête de liste, qui disent des choses alors qu'ils ne connaissent en fait pas rien aux institutions européennes. Et excusez-moi de vous le dire, mais vous parlez du Parlement européen comme si c'était un Parlement qui avait du pouvoir, mais il n'a pas de pouvoir. Voilà. Donc on ne peut rien faire, sauf à ce que je demande à l'un de mes collègues qui aurait été élu député sur ma liste, parce que si on dépasse 5%, on a 5 députés. J'ai déjà un numéro en tête, de s'immoler par le feu, par exemple.
question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire Mais rien. pour mettre en La seule chose que l'on peut faire, c'est de faire le ministère de la parole, c'est faire du Nigel Farage, c'est-à-dire utiliser la tribune du Parlement européen pour faire du scandale, pour expliquer ce qui se passe. Parce que ce que vous dites, qui est censé, mais vous méconnaissez le fait que un eurodéputé ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de changer les traités européens. Les traités européens, les seuls qui peuvent changer les traités européens, ce sont la procédure pour changer un traité, c'est 27 gouvernements qui doivent tomber d'accord sur le même texte. Donc ça veut dire que 27 gouvernements doivent dire effectivement que le Parlement européen peut mettre un veto sur la Commission européenne. Et ensuite, il faut qu'il y ait les 27 ratifications, donc les 27 parlements nationaux ou éventuellement référendums nationaux. Et à aucun moment dans cette procédure qui concerne donc 54 instances, 54, je ne sais pas si vous voyez, à aucun moment n'interviennent les députés européens, les eurodéputés, ça n'intervient pas. Donc en fait, comme je le disais hier encore au grand meeting, en fait on a une espèce de commedia dell'arte tous les 5 ans où on voit défiler des gens qui vous promettent qui une Europe écologiste, qui une Europe des nations, qui une Europe des patries, qui une Europe des travailleurs, qui une Europe puissance, etc., qui une Europe rouge à poil bleu, et en fait ça ne change rien. C'est-à-dire que 3 jours après les élections européennes, on aura la mousse médiatique sera retombée et on continuera. Pour dans 5 ans, on aura les mêmes qui ressortiront les mêmes histoires. Voilà. Donc c'est pour ça que la seule façon de se débarrasser de ça, c'est de sortir de l'Union européenne. Parce que de toute façon, on ne peut rien changer. C'est très très important. Je regrette de ne pas l'avoir dit d'emblée. Enfin, vous me fournissez la possibilité de compléter mon intervention. C'est que notre liste, par exemple, excusez-moi, je vais faire un petit peu campagne. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour notre liste? Parce que c'est la seule liste qui propose des choses que nous pouvons faire. C'est-à-dire que vous pouvez... Sinon, ce sont des plans sur la comète. Les autres vous disent, voilà, par exemple, j'ai vu Madame Marie Toussaint qui dit, voilà, il faut changer notre modèle agricole. Et il y a des gens qui vont voter pour ça. Mais elle va aussi bien pouvoir changer je sais pas moi, l'Europe, comment dirais-je, la conception de l'agriculture, le modèle agricole européen. Elle va aussi bien pouvoir faire ça que moi, je sais pas moi, chanter en tibétain. Elle ne pourra pas le faire. Ça n'a pas de sens. Donc la première chose que les gens devraient comprendre, c'est il faut que je vote pour. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise ce qu'il va pouvoir vraiment faire. Moi, je l'ai dit. Nous, on ne peut pas changer l'Europe. On ne peut pas. Les propos de M. Glucksmann, les propos de de Mme Ayer, les propos de M. Bardella. J'ai vu que Bardella, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, Bardella, il a dit que lui, il veut que l'espace Schengen ne bénéficie qu'aux ressortissants des pays européens. C'est-à-dire en gros que seuls, par exemple des Autrichiens, des Lettons, etc., puissent circuler librement. Mais si par exemple vous êtes un Afghan ou un Péruvien ou je sais pas, ou un Guatémaltèque ou un ressortissant du Malawi qui vit, je sais pas moi, au Danemark, vous ne pouvez pas sortir du Danemark. Vous devez montrer patte blanche. Voilà, ça, c'est l'idée de M. Bardella. Sauf que c'est complètement con. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça ne peut pas avoir lieu matériellement puisqu'il n'y a plus de contrôle aux frontières. L'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise cette chose inouïe, hein, que la politique comment dirais-je, migratoire de l'Union européenne assure, écoutez bien ça, assure l'absence de contrôle aux frontières. Moi, j'avais jamais vu ça. Un texte de loi, en général, c'est assure le contrôle. Là, on a un texte de loi qui assure l'absence de contrôle. C'est-à-dire, si jamais vous comprenez, on vous tire dessus, pas de contrôle. Donc, quand Bardella dit que lui, son projet, c'est de faire ça, il se moque littéralement du monde, puisque c'est contraire au traité. Et ça ne pourrait avoir lieu que s'il y avait une unanimité des États membres qui étaient d'accord pour changer cet article 67. Vous comprenez que le truc, ce qui fait qu'il y aura certainement des États membres qui refuseront, des pays où il y a des transferts systématiques avec des quotidiens, je pense au Luxembourg. C'est comme l'idée de cet autre titan de la pensée politique qui est le souverainiste Dupont-Aignan, qui veut sortir de la Commission européenne. Bon. Il veut le Bruxit. Bon.
Vous avez vu ce truc-là. Bon, encore une fois, c'est une fausse fenêtre. Bon, moi, je connaissais la brucellose, hein, c'est une maladie des vaches. Je connaissais le bruxisme, c'est une maladie, c'est les gens qui grincent des dents la nuit. Je sais pas si ça... Mais le bruxisme, je connaissais pas. Donc c'est un truc qui a été inventé par monsieur Charles Gave et monsieur Dupont-Aignan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent supprimer la Commission européenne. Alors déjà, moi, je sais pas comment on fait, puisque c'est le pivot de toutes les institutions européennes. Et puis de toute façon, on ne peut pas supprimer la Commission européenne sans changer les traités. Donc à chaque fois qu'il y a le mot de Commission européenne, c'est-à-dire, je sais pas, 257 fois dans les traités européens, ou 2500 fois plutôt, je sais pas ce qu'on met à la place. Mais il est évident qu'il n'y aura jamais l'unanimité. Vous aurez déjà la Belgique qui dira non, puisque la Commission de Bruxelles, ça doit assurer 10 ou 15% du PIB de la Belgique, et c'est ce qui fait de Bruxelles une des grandes villes du monde en matière politique. Donc déjà, la Belgique dira non. Deuxièmement, vous aurez tous les pays de l'Est qui diront non, puisque pour eux, la Commission européenne, c'est ce qui fait la péréquation et leur donne de l'argent. Hein, vous savez que vous avez la Commission européenne, c'est une espèce de pompe aspirante et refoulante d'argent. Donc les pays contributeurs nets comme l'Allemagne ou la France donnent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en reçoivent, et des pays comme la Pologne, c'est le premier bénéficiaire net, reçoit chaque année à peu près ce que nous on paye. Hein. Nous on perd chaque année 10 à 12 milliards, la Pologne reçoit 10 à 12 milliards. Il est bien évident que les pays de l'Est veulent absolument qu'il y ait la Commission européenne qui soit là pour assurer la péréquation. Et puis vous avez aussi d'autres petits pays comme par exemple Malte ou Chypre qui se félicitent de la Commission européenne puisqu'ils ont un commissaire européen. C'est-à-dire que l'île de Malte a autant de poids à la Commission européenne que la France. Enfin, j'exagère à peine, mais enfin, on a chacun un commissaire européen. Donc vous aurez des petits pays qui refuseront. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, alors soit Nicolas Dupont-Aignan, que je connais bien, est un âne batté, je ne pense pas, soit, je suis désolé, il ment délibérément. Et il est dans cet univers de mensonges où il a peur, en fait. Combien j'ai vu... Je vais vous raconter une anecdote aussi extraordinaire. Ce que j'ai raconté hier est absolument vrai. Je suis allé récemment. En ce moment, grâce à la période d'équité, je suis invité dans quelques médias. Hein, d'ailleurs, demain, j'ai le plaisir de vous signaler que je serai demain sur France Info TV pendant 8 minutes et 30 secondes à 7h40 du matin un dimanche. C'était soit ça, soit Radio Berry Sud à 3h10 du matin pour 3 minutes. Voilà. C'est-à-dire qu'on me lance des os à ronger, vous savez, on me donne des trucs. Alors, on m'a donné un os à ronger, là, c'était 4 minutes. Et en général, ils vous disent toujours, alors vous allez venir, vous allez avoir 10 minutes. Et puis quand on arrive sur juste avant le plateau, ils disent, bon, bah oui, non, ça sera plutôt 6 à 7 minutes. Et puis, une fois que c'est le plateau, en fait, ça dure 5 minutes. Il y a toujours, ça rétrécit de moitié au lavage, hein, c'est comme des... Et donc, je vais récemment dans un média que je ne vous citerai pas, mais je vous jure que l'anecdote est vraie. Il y a une femme qui sort d'un seul coup. J'étais dans le couloir avant d'entrer sur le studio. Et il y a une femme qui sort et qui me voit et qui se précipite vers moi et qui me dit « Ah, vous êtes Monsieur Asselineau, vous êtes formidable, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. » Alors, compte tenu des lieux dans lesquels ça se passait, je me dis, mais ça doit être une visiteuse de passage. Donc, je lui dis, mais vous faites quoi? Et vous faites quoi ici? Je lui dis, et elle me dit, mais je suis journaliste. Je dis, mais attendez, vous êtes journaliste et vous me dites ça? Elle me dit, oui, je vous adore. J'ai encore visionné votre dernier direct sur UPR TV. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, vous avez des journalistes, c'est ce que j'ai dit hier quand on a vu qu'on avait 61 000 personnes qui nous regardaient. J'ai dit qu'il y avait sans doute la moitié du gouvernement qui était en train de me regarder. Parce que c'est une formidable entreprise de libération qu'on dit. Ce que je dis là, les gens d'un seul coup ils comprennent. Et en fait, c'est la vérité. Il n'y a rien de plus désarmant que la vérité. Hein, il n'y a rien qui mobilise plus et qui d'un seul coup fait tomber les prisons mentales. Et donc, dans ces médias... Et là, c'est un changement radical par rapport à il y a encore 5 ans. Je vous assure que dans ces médias, il y a de plus en plus de journalistes qui secrètement pensent ça. Et donc, quand elle m'a dit qu'elle était journaliste, j'ai dit, mais enfin, bon, ça doit être un peu difficile pour vous. J'espère que vous vous cachez. Elle dit oui, enfin, effectivement, vous savez, on peut pas tout dire. On est obligé de... C'est comme ça.
Il y avait une autre fois, je suis allé sur un plateau. À la fin, bon, la journaliste m'avait plutôt pas trop maltraité. Je suis allé la voir. Je lui ai serré la main furtivement parce qu'il faut partir très vite. Et je lui ai dit merci beaucoup. Vous m'avez reçu. Excusez-moi de le dire, mais vous avez été poli. Et vous m'avez reçu poliment. Alors elle était un petit peu chèvre-chou. Elle m'a dit oui, ça n'a pas duré très longtemps, etc. Je lui ai dit mais ça va. Je sais quelles sont vos contraintes. Ça n'est pas facile. Elle a regardé ses chaussures, elle a eu un triste sourire, et puis voilà. C'est ça la vérité. Hein. On est dans un pays sous terreur. Hein, exactement. Il faut pas. Moi, je vois que j'ai pas trop envie toujours de jeter la pierre à tous les journalistes, parce qu'il y en a aussi. Ils sont pas tous pourris. Il y en a aussi qui sont obligés de faire avec leur temps, comme les hommes politiques. Hein. Mais à partir du moment où vous commencez, c'est comme dans le conte d'Andersen, Le Roi est nu. Nous, je suis le petit garçon du conte d'Andersen qui dit le roi est nu, et à ce moment-là, d'un seul coup, les gens commencent à se dire, bah, c'est vrai en fait que le roi est nu. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Merci à vous. Vous pouvez vraiment l'applaudir. On va couper.